Bonjour, ici Jenny. Bonjour, ici Claire. Bienvenue dans l'univers Franzine, un podcast qui sillonne la Suisse. Vous écoutez des témoignages retraçant des parcours aussi bien personnels que professionnels afin de mieux comprendre le quotidien en Suisse. Notre engagement, proposer des partages enthousiasmants et inspirants et devenir votre média de proximité. À vos écoutes pour l'épisode de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, ici Claire Louis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Franzine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée au parcours aussi riche qu'inspirant. Bretonne de naissance, arrivée en Suisse il y a 5 ans après avoir parcouru l'Asie pendant plus de 15 ans, Annabelle a su naviguer entre les défis professionnels et personnelle. Aventurière dans l'âme, son engagement pour l'humain et la diversité se reflète à travers ses actions, tant dans le domaine des ressources humaines qu'associatif. Vous allez le découvrir en écoutant cet épisode. Nous allons également découvrir ensemble comment elle arrive à s'adapter à un environnement nouveau tout en restant fidèle et alignée avec ses valeurs d'équité et de diversité. Bienvenue, chère Annabelle. Bonjour Claire. Alors, quand on a préparé ensemble cet entretien et en t'écoutant me raconter, me décrire ton parcours personnel, professionnel, depuis tes 19 ans jusqu'à aujourd'hui, ton arrivée en Suisse, j'ai eu le sentiment que le fil conducteur de ton histoire, c'est un peu celui des voyages, puisque tu as quitté très tôt la France pour venir explorer le monde. Merci Claire de m'avoir invitée. Je me réjouis de passer un bon moment avec toi. C'est un vrai plaisir d'être là. Alors, je souris car j'aime dire que je viens de LA, de Loire-Atlantique, et j'ai aussi des origines bretonnes, je précise. Je viens d'une famille plutôt sédentaire, mais tous les étés, on découvrait une nouvelle région de France. Mes parents étaient très amoureux de la France et considéraient qu'on n'avait pas forcément besoin d'aller plus loin, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité d'aller passer 2 mois en Inde à l'âge de 19 ans pour y enseigner le français et faire du volontariat. Et ça a été évidemment une expérience transformante. Je savais que j'allais plus me limiter aux frontières françaises après cette expérience. Il y avait trop de choses à découvrir dans le monde et que cette volonté de repartir ne m'a plus jamais quittée. Alors, quand je suis revenue en France, j'ai organisé des diaporamas dans les écoles pour partager notre expérience. On a vendu des cartes de Noël pour récolter des fonds parce qu'on avait visité une lèperie quand on était là-bas. Du coup, on leur a envoyé de l'argent. Et puis surtout, on essayait d'ouvrir les yeux aux enfants à d'autres cultures. Et puis, cette idée justement de culture, c'est moi ce qui m'a le plus marqué, ça a été vraiment une leçon de vie quand j'étais en Inde, c'est finalement de voir qu'on avait plus de choses en commun, malgré les apparences, que ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est vrai que sur mon chemin, j'ai rencontré des professeurs, des étudiants, des guides, avec qui j'ai eu vraiment des conversations que j'aurais jamais pu imaginer avant de partir. Et ces différences, elles te nourrissent aussi. C'est intriguant, ça te fait réfléchir, tu grandis au contact de d'autres cultures. Et une fois mon bac +5 en poche, j'ai été embauchée par une banque française à Hong Kong en tant que Compensation and Benefits Analyst. Et du coup, j'avais réussi mon pari. J'avais 23 ans et je partais avec ma malle. Je me souviens, elle était en métal bleu, mes gâteaux lus et puis mes petites affaires à Hong Kong. C'était vraiment le début d'une grande aventure. Alors justement, comment l'Asie t'a influencé dans ta vision du monde et t'a aidé à construire ton projet de vie ? Ouais, alors je me souviens, j'avais une carte du monde dans mon petit appartement à Hong Kong au 20e étage où l'Asie était au centre. C'est clair que ton centre de gravité bouge. Du coup, l'Europe se retrouve tout en haut à gauche et semble vraiment minuscule par rapport à cet énorme continent qui est l'Asie-Pacifique. Et ça t'ouvre d'autres perspectives. Moi, je me souviens, je punaisais les pays que j'avais visités les uns après les autres. J'avais toujours la bougeotte. Il y a des moments où je me disais, mais reste un petit peu en place. Et en même temps, je regrette pas d'avoir fait tous ces voyages parce que depuis, certains pays se sont ouverts au tourisme de masse et du coup, c'est plus la même expérience. Et là encore, ce qui me touche beaucoup, c'est toujours ces rencontres avec l'autre, surtout quand elles sont improbables et furtives. Et je suis sûre que tu as des images de voyages où tu es allé, moi qui sont gravées dans ma tête. J'ai pas besoin de photos pour m'en souvenir. Comme par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est lors d'un voyage
dans le nord du Vietnam, du côté de Sapa. On a été invités par une famille vietnamienne dans leur hutte qui n'avait rien et qui nous ont offert une tasse de thé. Ou encore au Tibet, on essayait de communiquer avec des moines en faisant des dessins qui étaient d'ailleurs assez coquins et on a vraiment bien rigolé. Voilà, et il y en a plein d'exemples comme ça et moi ça me rend vivante. Je me suis toujours intéressée à l'artisanat local. J'ai une collection d'écharpes et d'objets insolites que tu ne peux ne trouver nulle part ailleurs, en fait. Et ça, j'adore, en fait. C'est ce côté unique où tu te dis, il a fallu aller jusque là-bas pour trouver cet objet. Et qui raccrochait un souvenir aussi. Exactement. Et en contraste avec toutes ces marques globales qu'on retrouve un peu partout qui unifient, en fait, le style. C'est une autre anecdote, mais quand je suis devenue maman à Singapour, là encore, quand tu voyages dans la région, c'est juste incroyable la relation qu'ils ont avec les enfants, qui est beaucoup plus maternelle, qui est chaleureuse, généreuse, avec une grande hospitalité. Parfois, tu es un peu obligé de mettre quelques barrières parce que la notion d'espace n'est pas toujours la même, mais en tout cas, ça change des regards noirs quand tu montes dans l'avion avec ton bébé sous le bras. Je crois que tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Et du coup, j'ai poursuivi ma carrière en ressources humaines. Mon dernier poste à Singapour était d'être DRH pour un réassureur français. Et j'aime bien dire que mon aire de jeu allait de Bombay jusqu'à Tokyo et de Pékin jusqu'à Sydney. Et je les ai rejoints à un moment exaltant, car pour la première fois, l'Asie était dans le plan stratégique du groupe, avec de fortes ambitions de croissance. Et là, du coup, j'ai pu découvrir la diversité de leadership, de culture, de tradition, et puis cette relation à la hiérarchie avec ce Confucius Work Ethics, qui dicte quand même beaucoup les comportements entre employeurs et employés. Et malgré les différences, j'ai essayé d'appliquer des principes universels, en fait, qui font souvent appel au bon sens, alliant exigence et respect. On peut dire énormément de choses sur l'Asie. C'est compliqué de résumer une telle richesse et diversité d'une telle région. Mais si on reste sur les relations aux autres, sans enfoncer des portes ouvertes, en règle générale, dans les pays occidentaux d'où on vient, en cas de conflit ou de négociation, on se jette sur le contrat pour assurer ses arrières. Alors que dans les cultures orientales, on va tout de suite faire jouer la relation. On va se tourner vers une solution contractuelle vraiment si on n'a pas d'autre choix. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai aussi chéri de manière à bâtir des relations avec mes collaborateurs en Asie-Pacifique. Alors je dis ça, mais en même temps, quand j'ai démissionné de ce poste, j'ai remis ma casquette d'occidentale, car j'ai regardé mon contrat, j'ai vu que j'avais 3 mois de préavis, et j'ai vraiment abordé les choses de façon très contractuelle. Ce qui a énormément affecté en fait mon regional CEO, qui était singapourien, avec qui j'avais une très très belle relation de travail, et qui du coup s'est senti trahi. Et ça a été pour moi, encore une fois, même après 15 ans d'Asie, je me suis dit, il y a encore des choses à apprendre, et on a toujours des choses à apprendre. Alors donc, tu nous as dit, Annabelle, que tu avais fait le choix de travailler dans les ressources humaines. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce que finalement, c'est un mot qui est très fort, ressources humaines. C'est vraiment 2 marqueurs avec beaucoup d'impact qui sont lourds de sens. Ce sont des terminologies extrêmement fortes. Alors, comment ces 2 valeurs résonnent en toi et comment justement tu as orienté ton choix dans cette direction-là après avoir vécu toutes ces expériences, avoir goûté aussi à l'international, s'être aussi déraciné beaucoup puisque tu étais partie quand même très très loin, tu n'es pas partie à côté de chez toi, tu as vraiment posé tes valises très très loin. Voilà, comment ça se traduit aujourd'hui dans ton quotidien et dans ton choix professionnel? Alors, je voudrais juste rebondir sur le mot bienveillance qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, on en entend beaucoup parler et à juste titre, comme la résilience par exemple, mais ça devient un peu des buzzwords. Je voudrais juste rappeler que on peut être bienveillant tout en restant exigeant, déterminé et profitable. On peut faire preuve de courage tout en écoutant son cœur. C'est pas contradictoire en fait.
Et je le précise surtout quand on adresse le domaine du leadership, on peut être tough tout en étant juste. Donc, ça me semblait important de revenir sur ce mot de la bienveillance. Alors, je suis venue au RH un peu par hasard. J'ai étudié les sciences économiques. Je me prédestinais plus vers des métiers de gestion, contrôle de gestion ou de finance. Et 20 ans plus tard, je ne me vois pas ailleurs. Je suis passionnée par ce que je fais. C'est à la fois très complexe de gérer l'homme. Je pense qu'il n'y a pas plus complexe. Et en même temps, c'est très gratifiant. Et c'est un métier qui pourtant reste pas forcément reconnu, voire même il est parfois ingrat, alors que quand il réfléchit, on gère en moyenne entre 50 et 60% des coûts totaux de l'organisation. Le coût du personnel, c'est à peu près ça, en tout cas dans les organisations de services. Et beaucoup d'entreprises ont conscience que leur plus grand asset, ça reste le capital humain, mais elles sont moins nombreuses à faire les arbitrages et les investissements nécessaires pour accompagner leurs talents dans leur développement et les préparer surtout à l'avenir. Car là, on voit clairement une accélération de disruption. J'ai pas le mot qui me vient en français, et ça vient de partout. Je parle des nouvelles technologies, je parle des nouvelles régulations, du changement climatique, de la RSE, de la démographie qui évolue. Pour la première fois, on peut avoir jusqu'à 5 générations en fait qui se retrouvent sous le même toit dans une organisation. Comment ça fonctionne ensemble ? Et puis évidemment, des risques qui émergent, une incertitude économique qui est omniprésente. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire aujourd'hui en termes de ressources humaines pour accompagner le business à atteindre ses objectifs et puis surtout s'assurer que nos collaborateurs sont fit pour être à la fois performants et bien dans leur basket en fait. Et souvent, on se trouve entre le marteau et l'enclume, surtout en cette période d'incertitude. Comme je le disais, la relation employeur-employé est en train d'évoluer et il me semble indispensable de réfléchir à nouveau à des approches nouvelles de la gestion des talents et de créer des environnements qui soient à la fois diversifiés, sécurisés, inclusifs. Et cette équation, elle n'est pas simple à trouver. Elle n'est pas simple à résoudre. Donc un partenariat fort entre les ressources humaines et le reste de l'organisation me semble être indispensable. Un partenariat fort, stratégique et pas seulement transactionnel. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi des diverses expériences que tu as ici en Suisse depuis que tu es arrivé, puisque tu es effectivement très, très investi aussi. Je crois que tu as rejoint le board aussi de ISC. Est-ce que tu peux là aussi un petit peu nous expliquer ce que c'est ? Ouais, bien sûr. Alors, je vais, avant de parler de mon expérience en Suisse, je vais partager avec toi un petit peu ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'a marqué et pourquoi j'ai cet engagement autour de la diversité depuis déjà un certain temps. La diversité et l'inclusion, c'est vraiment un sujet très subtil parce que ça touche à nos valeurs, ça touche à nos croyances même les plus profondes. Et j'ai eu la chance de travailler avec des experts quand j'étais des experts de la diversité et de l'inclusion, notamment quand j'étais chez Crédit Suisse, et qui m'ont vraiment aidé à comprendre toutes les nuances autour de la diversité, parce qu'on n'est jamais dans le noir ou dans le blanc, on est toujours dans cette zone grise en fait. Et là, quand tu fais référence à Crédit Suisse, c'est lorsque tu étais en Asie. Voilà, tout à fait. Ouais, j'ai travaillé aussi pour eux à Hong Kong et à Singapour. Ouais, exactement. Et je venais de temps en temps à Zurich en voyage d'affaires. Donc ça, c'était mes premiers pas en Suisse, grâce à Crédit Suisse. Et j'ai même rejoint à un moment donné leur comité RH. J'ai même rejoint à un moment donné leur comité de la diversité chez eux. Et c'était passionnant parce que ça devenait un sujet partagé, transverse et même sociétal. Et l'ingrédient, et ça c'est partout, l'ingrédient indispensable pour que ça marche, c'est vraiment qu'il y ait un engagement fort qui vienne du haut, du CIO, même du board et de l'équipe de leadership. Et cette impulsion de la direction. Exactement. Parce que la RH toute seule peut rien faire en fait. Enfin, on peut avancer, mais on n'a pas un impact suffisant. Et c'est vrai que venant d'Asie, je pensais en avoir vu des vertes et des pas mûres, surtout en termes de gestion des talents. Alors je pense à la Corée du Sud, au Japon, qui peuvent en effet être des environnements de travail traditionnels, un peu patriarcal, sans vouloir
trop caricaturer les modes de fonctionnement de ces deux beaux pays. Mais quand je suis arrivée en Suisse, j'avoue avoir été quand même un petit peu surprise. Alors, à titre personnel, j'étais la seule femme senior dans l'organisation que je venais de rejoindre, qui travaillait à 100%, avec des enfants qui étaient encore vus en bas âge. Et la cerise sur le gâteau, cette fois-ci, c'est mon mari qui me suivait. Le deal, c'était que le premier qui trouvait un poste suivait l'autre. Et là, en l'occurrence, c'était moi. Donc là, tu as pu constater que la Suisse était très conservatrice et que ces modèles finalement un petit peu inversés sont pas encore véritablement intégrés dans la société et particulièrement effectivement à Zurich, alors que ça se répand de plus en plus. Ouais, tout à fait. Alors, ça bouge. Il y a des choses qui bougent. Ça va prendre du temps. Je pense qu'ils ont un retard. Enfin, même si on regarde le droit de vote des femmes et la place de la femme. Et de la place de la femme. Enfin, c'est un des pays européens. Je me demande si c'est pas le dernier où la femme a pu voter. Je crois que le dernier canton c'était en 1980. Donc, c'est pas si loin que ça. Donc, il y a certainement un rattrapage à faire et qui est en train de se faire. Et c'est vrai que dans mes fonctions, dans le nouveau poste que je prenais, je devais mettre en place une stratégie des talents. Et dans cette stratégie des talents, il y avait évidemment dans mon mandat la diversité et l'inclusion. Et pendant 6 mois, je dois te dire que j'ai vraiment tâtonné. Je savais pas trop par quel bout le prendre. Ma boss s'était brûlé les ailes. Elle y était allée un petit peu trop en frontal. Donc du coup, je savais que le terrain était miné. Et ce qui m'amusait beaucoup, c'est que à chaque fois que je parlais de la diversité, j'entendais méritocratie. Et ce mot-là, je l'entendais jamais par ailleurs. C'était toujours associé à la diversité. Et dès que je bougeais pour pouvoir proposer un programme, notamment pour accélérer la progression des femmes dans l'organisation, j'avais une levée de bouclier de mes collègues leaders masculins qui du coup criaient « j'ai plus d'avenir, mon avenir est bouché, j'ai plus de perspective, j'ai plus pouvoir évoluer ». Alors que à l'époque, on avait 18% de femmes à un niveau senior, ce qui est quand même assez faible dans notre industrie. Alors, quand on prend la totalité de la population, on est toujours à 50-50. C'est toujours le problème quand on monte dans la hiérarchie. Et donc, du coup, il y avait vraiment pas mal de marge de manœuvre. Et en fait, c'est finalement grâce à la communauté LGBTQ+, que j'ai réussi à avancer sur le sujet de la diversité et à créer un mouvement en interne. Et c'est ça a été vraiment le hook qui m'a permis d'avancer sur ce sujet. C'est important d'avoir un impact dans l'organisation et aussi à l'extérieur. Et j'ai toujours essayé de rejoindre soit des associations, des comités RH, notamment quand j'étais à Singapour, je faisais partie du comité RH de la Chambre de commerce européenne. Et quand je suis arrivée en Suisse, j'ai identifié Insurance Super Club, qui est aussi un non-profit, et qui promeut l'équité et accélère la carrière des femmes dans le secteur de l'assurance. Donc j'ai rejoint leur board en fait en Suisse. Et du coup, j'ai la chance de rencontrer des femmes formidables qui s'entraident, qui se soutiennent et veulent faire évoluer les choses aux côtés de leurs collègues masculins. Je suis aussi mentor avec She Skills Global. On vous transmettra les liens. Enfin, je vous invite à aller voir cette plateforme. C'est job matching plateforme et mentoring dédié à la diversité. En fonction des postes, en RH, on est plus de femmes que d'hommes. Donc, du coup, on va peut-être plutôt chercher des hommes. Dans d'autres fonctions, c'est l'inverse. Donc, cette She Skills Global regarde ça de plus près. Alors, on voit qu'il y a une grande diversité dans tes actions. Donc, tu es venu en Suisse il y a peu de temps parce que tu avais aussi envie de te rapprocher un petit peu du continent européen et puis de ta famille. Donc, tu as resserré un petit peu ton centre de gravité ici en Suisse. Alors, moi, j'aimerais un petit peu comprendre toi, en tant que Française, comment tu t'es effectivement sentie, à la fois sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Alors, ce qui est rigolo, ce que tu m'as partagé aussi quand on a préparé cet entretien, c'est que tu avais fait partie d'un jury pour un brevet RH en Suisse. Et donc, tu étais la seule Française. Et en plus, tu ne parles pas l'allemand. Alors ça, je trouve ça quand même assez incroyable. Ouais, c'était une vraie immersion, là, pour le coup. Moi, je pars du principe qu'on est accueilli par le pays dans lequel on vit, et il y a plein de formes pour s'intégrer. Enfin, il y a plein de façons de s'intégrer à travers l'histoire, la langue, la culture, l'art, le sport. Voilà. Moi, mon angle, c'est en rejoignant des réseaux locaux, en donnant de mon temps, en faisant du volontariat.
c'est ma façon à moi de contribuer. Et c'est vrai qu'un jour, parmi mon réseau de Suisse, j'ai reçu un email cherchant des experts pour faire passer les examens professionnels fédéraux supérieurs de DRH. Et voilà, je trouvais ça très intéressant. J'étais curieuse. J'ai posé ma candidature, j'ai passé un entretien et j'ai été prise. Et je me suis retrouvée à Berne pour la formation. Et ensuite, quelques mois plus tard, les examens avaient lieu à Nottwil, qui est au milieu de la Suisse, un peu au sud de Luzerne, au milieu de nulle part, sauf que cet endroit est connu parce qu'il y a un hôpital pour paraplégiques à Nottwil. Et j'y suis restée à peu près 3 jours pour faire passer les examens et corriger les copies. Et c'était une vraie immersion, en fait, parce que d'un côté, il y avait les experts alémaniques et de l'autre, les experts qui venaient de Suisse romande. Et pour une fois, j'avais l'impression de tenir un rôle un peu de neutralité, ce qui n'est pas forcément le rôle que la France joue en général. Et je vais te raconter une petite anecdote parce que c'était pour moi assez caricatural. Mais au moment des corrections des copies, donc j'étais évidemment avec les experts qui parlaient français. Et nous, on avait décidé de se faire partager les copies, que chacun voit les copies pour se donner une idée, pour évaluer la qualité du travail. Et après, on échangeait. On argumentait, on défendait notre cas, notre position. Puis on arrivait toujours à une note commune. Et à côté, on entendait les mouches voler. Et en fait, les experts qui venaient de la partie alémanique avaient chacun leur copie et étaient les seuls à évaluer la copie. Et il n'y avait pas du tout d'échange. Alors c'est vrai qu'ils étaient plus efficaces parce qu'ils ont fini plus tôt que nous. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils sont venus nous voir en disant « ce serait bien que vous fassiez moins de bruit ». Mais c'était assez marrant de voir dans le même pays 2 façons de faire radicalement différentes. Et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent, en fait. Les 2 fonctionnent, exactement. C'est là aussi une des forces de la Suisse, c'est cette incroyable capacité à cohabiter avec des cultures très, très, très différentes. Exactement, ouais, exactement. Alors, j'en profite pour lancer un appel. J'espère que tu m'en voudras pas trop. J'ai fait du volontariat auprès d'Incontro, qui est tenu par la sœur Ariane. Et c'est un peu l'équivalent des Restos du Cœur de Zurich. Et ils cherchent toujours des volontaires. En général, c'est entre 6h et 20h. Donc, pour ceux qui travaillent, c'est possible. Et on aide à distribuer des plats auprès des réfugiés et de personnes qui vivent dans la rue. Et c'est, parce qu'on est un peu dans une bulle quand même à Zurich. Et c'est un bon moyen de bien garder les pieds sur terre. Merci beaucoup. On va partager le lien dans cet épisode. Et effectivement, c'est une très bonne chose. Il faut en parler. Effectivement, c'est moins connu, mais effectivement, il y a des gens qui sont en difficulté ici et il faut se mobiliser pour les aider. Donc, merci pour cette aparté. Alors, si on revient un petit peu à ton rôle dans les RH, dans les ressources humaines, donc tu t'es spécialisé en leadership. On vit, comme tu le disais, comme tu faisais allusion à des moments, enfin, dans un contexte qui est quand même particulièrement difficile, complexe actuellement. Justement, peut-être ton analyse ou ton sentiment, selon toi, qu'est-ce qui donne justement de la ressource pour justement affronter les moments difficiles. Voilà, t'as quand même été en contact avec énormément de personnes en difficulté, et très très loin aussi de notre scope naturel. Où est-ce qu'on va puiser aussi cette force, cette énergie pour en transmettre aux autres, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les soutenir? Ouais, tu me demandes de partager mes petits secrets, c'est ça? Tu sais, même si on est en RH, en effet, on travaille beaucoup sur des programmes de leadership, etc. Mais on rame comme tout le monde à trouver des solutions face à ces situations qui sont de plus en plus complexes. Maintenant, ça va peut-être sembler un peu simple, mais la clé, c'est de prendre soin de soi avec une routine saine. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance en étant à Zurich. On est proche de la nature, l'air est pur, voilà. Donc c'est aussi, on revient à des fondamentaux. C'est bien manger, bien dormir, faire de l'exercice. Et surtout dans des périodes de stress, en fait. C'est souvent là où on abandonne, en fait, tous ces réflexes, tous ces bons réflexes. Et justement, faut pas hésiter à aller se balader, dans la forêt voisinante, prendre l'air et essayer de pas ruminer, en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on rumine énormément, on ressasse énormément. Et là où, au contraire, on a besoin de clarté.
Et j'ajouterais, alors c'est pas parce que je suis en train de développer la partie coaching, c'est une compétence qui m'intéresse beaucoup, mais si vous avez un coach ou un mentor ou même un sponsor, c'est important d'avoir un support en fait, à la fois dans l'entreprise ou à l'extérieur, pour pouvoir parler en toute confidentialité, pour pas se sentir seul et vraiment prendre de la hauteur et du recul. Les hommes d'ailleurs sont plus doués que nous pour ça en fait. Je trouve ils ont un réseau, ils hésitent pas en fait à faire appel à ce réseau. Nous, je trouve on peut être plus hésitante. En tout cas, il faut surtout pas hésiter à avoir en place un réseau pour nous accompagner. Alors, tu es installée ici en Suisse alémanique depuis 5 ans. Donc, tu effectivement as fait référence un peu plus tôt dans notre interview à Singapour où tu es restée un certain nombre d'années. Et puis, ironie du sort, tu as travaillé chez Crédit Suisse, feu Crédit Suisse. Et puis, tu es venue donc poser tes valises ici à Zurich. Donc, comme tu l'as expliqué, ça correspondait aussi à un projet familial de se recentrer ici sur le continent européen. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre Singapour et la Suisse? Parce qu'on dit souvent que Singapour est la petite Suisse de l'Asie. Est-ce que tu vois justement des points communs entre ces deux pays? Ouais, tout à fait. Alors, je vais peut-être sortir des banalités, surtout pour les personnes qui, comme moi, ont vécu à Singapour et sont aujourd'hui en Suisse. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies similitudes. Et d'ailleurs, la liste s'est rallongée depuis qu'on s'est parlé. Mais il y a les industries. On retrouve la banque privée, la pharma, la tech. Singapour est aussi vu comme un hub de l'assurance et on retrouve des assureurs et rassureurs autour du lac de Zurich. Il y a évidemment la sécurité. Moi, j'ai 2 jeunes filles à la maison. C'est sûr que ça apporte une paix d'esprit quand elles sortent. Je touche du bois, mais c'est quand même palpable. La sécurité, elle est là. Après, on est un peu surveillé, c'est certain, c'est moins visible qu'à Singapour. Ça va avec. Et je trouve qu'il y a une certaine liberté mais dans un cadre donné, en fait, en Suisse. Il y a une certaine originalité. Moi, ça m'amuse beaucoup quand je vois des personnes traverser Bahnhofstrasse avec leurs planches de surf sous le bras pour aller nager dans le lac. Ou les skis d'hiver. Ouais, voilà, exactement, skis d'hiver. Et j'aime beaucoup ce côté privé. L'habit fait pas le moine. Il y a beaucoup de discrétion. Tant qu'on reste, encore une fois, dans ce cadre. J'ai pas d'exemple. On n'a pas eu de problématique de voisinage, j'en ai entendu parler et c'est vrai que quand ça arrive, c'est vraiment infernal, quoi. Donc on revient toujours à ces codes qu'il faut essayer de comprendre assez rapidement en fait quand on arrive en Suisse. Pour pouvoir aussi s'intégrer exactement au quotidien. Alors, tu nous as fait part de tes origines bretonnes, tes racines de Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France ici en Suisse? Et puis, qu'est-ce que tu aimerais emporter de Suisse avec toi en France? Ouais, alors je dois dire que le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le bordel. Parfois, ça me manque. Le franc-parler, le fait aussi de comprendre tout ce qui se passe en France autour de toi, ce qui est évidemment pas toujours le cas en Suisse alémanique. Mais voilà, c'est cette spontanéité. On est habitué à ça. Enfin, ça reste un pays latin. Voilà. Donc, c'est vrai que parfois, ça manque un peu. Après, ce que j'emmènerais bien avec moi en France, à l'inverse, c'est la courtoisie, la civilité. Bon, on n'est pas là pour parler de politique, mais c'est vrai que leur système politique ici a l'air de pas mal marcher. Je sais pas si ça pourrait coller dans un autre pays un peu plus grand, limitrophe, ce que je dirais. Merci beaucoup Annabelle pour ton partage sincère, ta contribution en toute transparence, de devoir un peu raconter ton histoire jusqu'à maintenant ici en Suisse. J'espère que vous avez trouvé autant d'inspiration que moi dans toutes ces réflexions qu'on a eues sur l'intégration, sur l'adaptation, l'importance aussi de promouvoir des valeurs comme l'équité, la diversité, l'inclusion, tant sur le plan professionnel que personnel. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre podcast Franzine pour découvrir d'autres témoignages franco-suisses. Puis en attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches. Ensemble, faisons grandir cette belle communauté. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à poursuivre les échanges à travers les différentes plateformes. On vous invite également à repartager largement tout ce que l'on fait avec Franzine, à vous abonner, liker, laisser des étoiles pour ne rien manquer des prochains épisodes. De nos rencontres à vos oreilles, Franzine, votre média suisse. Alles Gute! Tout de bon!